Cette vidéo aborde la partie grand 3 du chapitre 4 d'électromagnétisme, partie dans laquelle on va discuter de l'effet Hall, présenter l'effet Hall. Alors c'est une approche un petit peu simplifiée, on va quand même écrire quelques équations, mais avec des hypothèses un petit peu simples. Donc regardons un petit peu le dispositif de base. Tout n'est pas à regarder d'un seul bloc sur ce dessin, il y a beaucoup d'informations. Commençons par les fondamentaux. Donc on a un conducteur qui est un parallélépipède ici grisé, d'épaisseur petit t, de largeur W, de longueur grand L. On a une source d'alimentation continue, une source de tension continue branchée sur ce conducteur qui provoque le passage d'un courant grand I dans ce conducteur. Voilà. Bon. Le champ E ici est celui ressenti par les porteurs mobiles et qui sont associés à ce courant I. Alors pour fixer les idées, on peut imaginer que c'est un métal comme le cuivre par exemple, et que les porteurs libres sont des électrons. Hein, bon, le raisonnement est plus général et l'effet Hall est aussi vrai dans les semi-conducteurs, bien sûr, mais là on va se donner un cas simple dans un premier temps. Les porteurs sont des électrons libres. Ensuite, que se passe-t-il lorsqu'on applique un champ B? Ça, c'est la deuxième phase, si vous voulez, dans la lecture de ce dessin. Quand on applique un champ B, on va montrer qu'il apparaît un champ électrique transverse, hein, d'accord, qui se fait suivant cette dimension-là, ici, suivant la largeur du parallélépipède, un champ électrique dit de Hall, hein, puisque ça s'appelle l'effet Hall, comme ça. Et à ce champ électrique de Hall est associée une différence de potentiel, une tension de Hall qui est mesurable transversalement, comme ça, entre la face avant et la face arrière du parallélépipède sur ce dessin. Donc je précise bien, hein, initialement on a un courant qui circule de gauche à droite, hein, grand I comme ça, provoqué par cette source de tension continue. On a un courant I qui traverse comme ça longitudinalement le conducteur. Mais si on met un voltmètre, une fois qu'on a un champ magnétique, hein, une fois qu'on met un champ magnétique, et si on met un voltmètre sur les bornes latérales comme ça du conducteur, on mesure une différence de potentiel. Alors j'en parlerai à la fin, mais ça on peut l'utiliser pour justement mesurer le champ magnétique qui est orthogonal au parallélépipède et ainsi fabriquer un teslamètre. C'est ce qu'on a utilisé en TP de magnétisme. Mais si le champ B est connu, on peut par contre avoir des informations sur les porteurs de charge à l'intérieur du conducteur et notamment on peut avoir accès aux signes des porteurs. C'est-à-dire comment on sait que dans un métal ce sont les électrons, ce sont les électrons qui conduisent le courant, ou que dans certains conducteurs on a ce qu'on appelle des trous. Je vous en avais parlé un petit peu rapidement. Donc il semble y avoir des porteurs positifs qui se propagent dans le conducteur. Ben, c'est justement grâce à l'étude de la tension de Hall. Bon, alors essayons de comprendre pourquoi lorsqu'on applique un champ B, apparaît une différence de potentiel transversale. Alors on va déjà, comme la première question le demande, expliquer qualitativement le mouvement des porteurs de charge, les électrons dans le cas du cuivre par exemple, lorsqu'on applique le champ magnétique. Il y a un régime transitoire, initialement il n'y a pas de champ magnétique, et à t égale 0, hop, on applique un champ magnétique orthogonalement au parallélépipède. Initialement on avait un courant I comme ceci, et on avait un mouvement des électrons qui allait de droite à gauche, longitudinalement, voilà, dans le conducteur. Mais lorsqu'on applique à t égale 0 un champ magnétique, eh bien ces électrons sont déviés vers la face avant. Alors ça, comment on peut le savoir? C'est facile, il suffit d'avoir l'expression de la force magnétique appliquée par ce champ B sur l'électron, d'accord? Avec la règle de la main droite, c'est facile de voir que la force amène les électrons vers la face avant. Donc ça, c'est le régime transitoire. En régime stationnaire, les électrons ne peuvent pas sortir du conducteur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire sortir des électrons du conducteur. D'un conducteur, c'est possible, mais là, compte tenu des ordres de grandeur, ça n'est pas le cas. Et donc, les électrons vont venir comme ça, les électrons mobiles, les électrons libres, viennent s'accumuler sur la face avant du conducteur, et forcément, on a une zone dépeuplée là sur la face arrière qui se charge donc positivement, puisqu'on a toujours le réseau de cations, hein, vous savez, qui lui voilà, ne participe pas au transport de la charge, mais qui est là quand même. Donc un déficit d'électrons libres sur la face arrière, ça veut dire qu'il y a une charge globalement positive. Bon, ben, on a la face arrière qui est chargée positivement, la face avant qui est chargée négativement.
ben forcément on a un champ électrique créé par cette distribution de charge, et c'est ce champ qu'on appelle le champ de Hall. Ok, dirigé évidemment de la face arrière plus vers la face avant moins, puisque le champ électrique va du plus vers le moins, on en avait déjà parlé. Donc sur ce dessin, je veux que vous vraiment que vous ayez cette image des électrons qui continuent d'aller de droite à gauche, d'accord, mais avec une concentration qui est plus forte vers la face avant que la face arrière. Nous, on va supposer à partir de maintenant que tous les champs à l'intérieur du conducteur sont uniformes. Ça va faciliter un petit peu nos calculs. Ok. Donc c'est ce qui est marqué là dans l'énoncé que je vous propose. Et l'idée, c'est que justement, en régime stationnaire ici, parce que justement les électrons ne sortent pas du conducteur, c'est la force électrique associée au champ de Hall, si vous voulez, qui retient les porteurs de charge libre et qui les empêche de sortir du conducteur. Donc l'idée, c'est vraiment que cette force électrique associée à ce champ électrique de Hall qui est apparu compense exactement la force magnétique de Lorentz qui avait tendance à faire partir les électrons comme ça et les faire sortir par la face avant. Donc, j'ai écrit justement mathématiquement la traduction de les forces se compensent, hein. Si la force magnétique sur les porteurs libres, sur les électrons, est compensée exactement par la force électrique du champ électrique de Hall, bah, je peux écrire ceci. Voilà, j'ai la force de Lorentz magnétique, j'ai la force électrique associée au champ de Hall, et donc ça me donne une expression du champ de Hall en fonction de la vitesse des électrons et du champ magnétique. Bon, une fois que le régime transitoire s'est évanoui et qu'on est en régime stationnaire, si vous voulez, on a toujours un transport du courant le long du conducteur. Et en supposant euh, le courant, l'intensité surfacique uniforme dans tout le conducteur, eh bien on a toujours cette formule J égale ρV, si vous voulez, avec le ρ ici qui est la charge volumique des porteurs mobiles, qu'on peut écrire NQV quand on étudie le transport de charge dans un conducteur. Alors ici, comme Q vaut moins E, j'ai tout de suite écrit ceci. Et donc on va remplacer V ici par J. On suppose évidemment, comme on l'avait fait jusqu'à présent, quand on étudiait le transport de charge, que tous les électrons vont à la même vitesse, etc. Et donc on a une expression du champ de Hall en fonction du courant qui traverse le conducteur et qui est provoqué par la source de tension extérieure, et en fonction du champ magnétique qui a causé cette accumulation d'électrons sur la face avant. Ok. Donc, bon, ça, on l'a vu dans les chapitres précédents, enfin non, même dans ce chapitre-là, le chapitre 4. À tout champ électrique, on peut associer, enfin, tout champ électrique statique, hein, on peut associer un potentiel électrique. Et donc, euh, comme indiqué sur ce dessin, on a un champ électrique comme ça qui va de la face arrière vers la face avant, et puis donc on a une différence de potentiel entre les deux faces. D'accord? Et donc, on va essayer d'exprimer cette différence de potentiel, cette tension de Hall, en fonction du champ de Hall. Bon, bah là, on va utiliser clairement la relation intégrale entre champ électrique et potentiel, puisqu'ici, on veut exprimer une différence de potentiel, et que ça apparaît naturellement dans la relation intégrale. Bon, pour calculer la circulation du champ électrique de Hall, ben, je vais me placer sur une ligne de champ de ce champ électrique, donc de la face arrière vers la face avant, euh, orthogonalement aux faces, hein. Euh, et donc la circulation du champ électrique est très facile à calculer, c'est juste la norme fois la dimension latérale du conducteur, et puis là VA moins VB, ben, c'est ce que j'ai justement appelé delta VH et que j'ai appelé la tension de Hall. Ok. Euh, ensuite, le but maintenant, c'est d'exprimer cette tension de Hall en fonction de I, B notamment. Donc, moi, jusqu'à présent, j'avais cette expression du champ de Hall. Et donc ici, je vais prendre la norme hein, de cette formule. Comme J et B dans la géométrie qu'on s'est donnée sont orthogonaux entre eux, ben, la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes. Et donc j'obtiens cette expression-là. Comme je vais faire apparaître I, ben, j'exprime simplement que le courant qui passe longitudinalement dans le conducteur, eh ben, c'est J fois la section, hein. Donc la section, c'est celle qui est là, hein. Donc, de dimension
épaisseur T et largeur W. OK. Et en mettant, en agrégeant toutes ces formules, je tombe sur cette expression de la tension de Hall. Donc en fonction du courant imposé par l'alimentation extérieure, en fonction du champ magnétique orthogonal au parallélépipède, en fonction de l'épaisseur de la plaquette, d'accord, de ce parallélépipède, et en fonction ici des caractéristiques des porteurs de charge, petit n, leur densité volumique, leur concentration, hein, en nombre d'électrons ici par mètre cube, et puis avec la charge ici au signe près, la charge des porteurs. Bon, si on avait fait ce calcul dans un cas plus général pour des porteurs de signes quelconques, par exemple des porteurs positifs, hein, je vous en avais déjà parlé, dans le semi-conducteur, on peut voir les choses comme s'il y avait des porteurs positifs qui transportaient la charge dans le semi-conducteur. On aurait obtenu cette formule-ci, plus générale, hein, entre la tension de Hall qui est mesurable, et puis I, B et T qui en général sont contrôlés par l'expérimentateur, avec une constante entre les deux, une constante de proportionnalité qu'on appelle la constante de Hall. Et il s'avère que dans le cas général, ça s'écrit ainsi. Moins 1 sur NQ, N étant la densité de porteurs par mètre cube, et petit q la charge des porteurs. Bon, ici, quand Q égale moins E, comme dans le cas des électrons libres, on retrouve notre formule, mais la formule générale, c'est ça. Bon, je ne vous l'ai pas démontré, mais c'est pas très difficile de refaire tout le raisonnement avec des porteurs positifs et ensuite de trouver une formule qui unifie les deux situations, et c'est celle-ci qu'on a. C'est pas très dur. Bon, alors, interprétons un petit peu physiquement ce résultat et voyons en quoi il peut être utilisé par le physicien ou l'ingénieur. Donc, plusieurs situations peuvent se présenter. En général, on a fabriqué ce parallélépipède conducteur, donc on contrôle son épaisseur et puis on contrôle le courant qu'on fait passer. Il suffit de mettre un ampère-mètre en série avec l'alimentation et c'est facile de mesurer I. Ensuite, soit on connaît bien le conducteur et notamment les caractéristiques de ses porteurs mobiles, donc la densité de porteurs et puis la charge des porteurs, et à ce moment-là, ce parallélépipède peut permettre de mesurer le champ magnétique qui est orthogonal au parallélépipède. D'accord. Euh, donc voilà, il suffit de mesurer la tension de Hall avec un voltmètre et ça nous donne accès à B. Donc ça, c'est exactement le principe de fonctionnement des teslamètres et notamment celui qu'on utilise en TP. Après, il y a une autre situation qui peut se présenter, c'est qu'on contrôle le champ magnétique par un autre moyen. On, on connaît le champ magnétique appliqué au niveau du conducteur, au niveau du parallélépipède. On connaît toujours le courant. On a fabriqué le parallélépipède, donc on connaît son épaisseur, et on peut avoir accès comme ça. Alors plutôt, je vais plutôt regarder la formule générale. On peut avoir accès à cette constante de Hall, à ce moins 1 sur n fois q. Et donc en mesurant euh, finalement le signe de la tension de Hall, on peut avoir accès au signe des porteurs et savoir justement que justement dans le cuivre, c'est des porteurs négatifs qui portent le courant, qui transportent le courant, alors que dans certains semi-conducteurs, ça va être des porteurs positifs. Ok? Donc voilà l'intérêt, si vous voulez, de l'effet Hall à notre niveau. C'est soit on utilise, on mesure la tension de Hall pour faire un teslamètre, soit ça peut nous permettre de connaître les propriétés des porteurs de charge dans un matériau donné. Alors là, je l'ai pas, je l'ai pas dans ce document-là, mais dans la suite du PDF du cours qu'on a pour le grand 3, là, je vous fais faire quelques applications numériques quand le parallélépipède conducteur est un métal et quand c'est un semi-conducteur. Alors, je vous laisse faire ces applications numériques, elles sont assez triviales une fois qu'on a les formules. Mais la conclusion intéressante, c'est que on voit que l'effet Hall, avec des dimensions usuelles dans du cuivre, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'ordre du microvolt. Donc c'est vraiment un effet Hall très faible. Alors que dans un semi-conducteur, on peut assez facilement avoir quelques dizaines, quelques centaines de millivolts, voire quelques volts. Et donc clairement, euh, dans un teslamètre, les conducteurs qu'on utilise sont en fait des semi-conducteurs. D'accord? Voilà. On voit aussi que plus le conducteur est fin, plus la tension de Hall est importante. Donc, là, il y a un enjeu sur l'usinage, si vous voulez, pour essayer vraiment de fabriquer un parallélépipède le plus fin possible.